Venons à Soir d'Info pour prendre notre deuxième invité ce soir. Il s'agit de M. Bamba Ndiaye, rapporteur pour l'annulation de la dette africaine, avec qui nous allons échanger pendant quelques minutes, mais aussi Daouda Mim avec moi. Alors, vous avez été député. Je vous appelais comment? Le rapporteur ou M. Ndiaye simplement? Non, M. Ndiaye, c'est plus simple. Alors, on va y aller très rapidement. Le temps nous est compté véritablement. On va parler de la problématique de la dette en Afrique. On sait qu'il y a le Covid au plan mondial. Notre président a entamé justement une initiative pour que la dette africaine soit effacée. Mais au préalable, j'aimerais m'arrêter sur la proposition du G20 qui proposait à son niveau la suspension, pas l'annulation. Alors, c'est quoi la nuance? Qu'est-ce qui peut être un piège ou un avantage pour nous, Africains? Oui, merci beaucoup. C'est une question très importante. Et en fait, le président, ce qu'il a demandé, c'est l'annulation. Et notre comité aussi demande l'annulation totale. Le G20 a réagi, vous avez vu d'abord le président Sarkozy a réagi quand le président a parlé pour dire qu'il soutient la proposition du président. Mais malheureusement, 2 jours après, il a fait une autre déclaration pour dire qu'il faut qu'on les laisse respirer le temps de la crise. Et tout est dit là, qu'on les laisse respirer le temps de la crise. C'est-à-dire que l'argent qu'on devait payer cette année, on dit on ne va pas le payer, on le paiera l'année prochaine. Par conséquent, l'année prochaine, on paiera pour cette année et pour l'année prochaine, donc la dette sera encore plus lourde. Donc en fait, rien n'est fait. C'est juste un effet d'annonce, un effet de communication pour dire nous avons pris en compte la menace du Covid, mais ce n'est pas cela. Alors, si on s'arrête sur le chiffre, le montant de la dette, j'aimerais vous entendre pour nous dire exactement si ces 365 milliards de dollars ont été utiles à l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas une dette colossale? Est-ce qu'elle a été utilisée à bon escient au regard des résultats pour lesquels cette dette a été contractée par les Africains? Vous savez, ce n'est pas par hasard si tout le monde parle d'audit de la dette. Parce qu'il y a à boire et à manger dans cette dette. Bon, je me souviens, dans les années 90, le président Abdoulaye Wade avait fait l'audit de la dette du Soudan. Et il avait sorti des choses extraordinaires qui n'avaient même rien à voir avec l'État. Des gens qui avaient laissé une ardoise là dans un hôtel qu'on a mis dans la dette du pays. À aucun moment, on s'est arrêté pour dire on va faire l'audit. Qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est illégitime dans cette dette? À aucun moment. Parce que ceux qui détiennent cette dette, c'est les plus forts. Au niveau international, ils nous imposent leurs règles. Donc par conséquent, je crois que ce qui est important de mettre en avant, c'est d'abord, au-delà même des questions de montant, c'est d'abord l'audit pour vérifier la réalité de cette dette-là, d'une part. D'autre part aussi, de très nombreux économistes disent que quand on prête de l'argent à un pays africain, c'est peut-être au maximum la moitié qui traverse la frontière. Déjà, la moitié reste là-bas. Elle est payée aux entreprises du pays prêteur. Donc en réalité, c'est une subvention qu'ils font à leurs entreprises. Et parmi l'autre moitié qui vient dans nos pays, une bonne part aussi, malheureusement, retourne à travers divers mécanismes, l'évasion fiscale, les transferts, les possibilités de transferts illimités qui sont offerts, etc. Bon, de sorte que finalement, oui, bien sûr, les peuples en profitent puisque ça permet de faire des routes, etc. Mais je crois que le mal qui accompagne cette dette est plus grand que le bien qu'elle peut produire. Alors, un autre aspect avant de laisser la place à Mim, sur les refus, par exemple, je reviens sur la suspension proposée par le G20. 23 pays concernés ont accepté, 13 autres ont refusé. Il y a un problème, quand vous êtes faible, on vous donne le temps, la possibilité de souffler, vous refusez l'offre. Comment est-ce qu'on pourrait interpréter cela? Bon, vous savez, les pays sont dans des situations différentes et n'ont pas les mêmes problèmes. Peut-être que les pays qui refusent, si vous analysez, ça va être des pays qui n'ont pas une dette publique importante. Ce sont les pays qui ont une dette publique importante qui peuvent avoir un effet positif. Mais quand vous n'avez quasiment pas de dette publique, ça ne vous intéresse pas.
qu'on fasse un moratoire. Donc c'est probablement dans cette direction-là qu'il faut chercher. Chaque pays réagit selon sa situation propre. Voilà. Mais encore une fois, ce qui importe, c'est que dans ce contexte créé par la Covid-21, la question de l'annulation de la dette de l'Afrique est incontournable. Les décisions du G20 ne peuvent rien changer à cette exigence d'annulation de la dette et en particulier de la dette africaine. On peut aller vers un bras de fer? En tout cas, il faut que tous les Africains conscients se mobilisent autour de cette question. Parce que ce combat-là que nous menons pour l'annulation de la dette africaine a exactement la même légitimité que les combats qui ont été menés en son temps contre la colonisation. Mais est-ce qu'il n'y a pas de différence entre la légitimité et la faisabilité? Non, mais d'abord parlons de la légitimité. Je dis à la même légitimité que les combats qui ont été menés contre la colonisation ou les combats qui ont été menés contre l'esclavage. Je dis sur le plan des principes, ça a la même légitimité. Mais M. Ndiaye, maintenant, oui. M. Ndiaye, est-ce que c'est la même chose? Parce que vous demandez l'annulation de la dette totale de la dette et sans condition. Mais lorsque vous êtes en position de demandeur, normalement vous prenez ce qu'on vous donne. Parce que là vous demandez, vous n'êtes pas en position d'exiger. Oui, mais je ne pense pas qu'on puisse dire les choses de cette façon. Je crois que quand on arrivera à une situation où l'ensemble des États africains se réuniront pour prendre une position, ce jour-là, vous pourrez dire si c'est simplement des gens qui quémandent ou bien c'est des gens dont la voix peut avoir une importance. Si elle est unie. Non, parce que l'initiative... Non, c'est une initiative pour l'annulation. On n'a pas dit c'est une initiative pour quémander ou autre chose. On dit c'est une initiative pour l'annulation totale de cette dette. Alors, donc on n'est pas du tout dans l'optique de quémander. Alors, mais quelle est l'évolution de la perception? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont amenés peut-être à décider s'ils vont annuler ou pas, comment est-ce qu'ils perçoivent aujourd'hui cette complainte? Moi, je l'appelle une complainte africaine portée par notre président. C'est plus qu'une complainte. C'est un besoin qui est lié à la survie même des populations africaines devant cette épidémie du Covid-21. Bon, qu'on est en train malheureusement de banaliser, mais qui n'est pas du tout un phénomène à banaliser. C'est peut-être pas le cas immédiatement du Sénégal, mais dans de nombreux pays africains, le président de la République, le ministre des Finances, il doit arbitrer pour dire est-ce que je vais acheter des masques ou bien payer la dette, parce que le montant qu'il a ne lui permet pas de faire les deux. Voilà la situation dans laquelle déjà de nombreux pays se trouvent. Et si l'épidémie continue, demain tous les pays africains auront à faire ce genre d'arbitrage. Par conséquent, la logique même de l'économie mondiale, si on veut que le système continue de fonctionner, continue de tourner, exige qu'on remette les compteurs à zéro. C'est ce qui a toujours été fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, la dette de la France, de tous les pays affaiblis par la guerre, a été annulée. C'est ça qui leur a permis de prendre un nouveau départ. Aujourd'hui même en Europe, il y a un débat au sein de l'Union européenne pour l'annulation de la dette, et même de la dette privée des pays qui sont les plus faibles, comme la Grèce et tout ça. Il y a ce débat-là. On accepte de mener ce débat avec eux. Mais pourquoi on ne veut pas accepter de mener ce débat avec l'Afrique? Pourquoi quand il s'agit de l'Afrique, on nous dit non, vous quémandez, on vous a jeté un petit os à ronger, contentez-vous de ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on devrait traiter de la même façon la Grèce et le Sénégal, par exemple, parce que la Grèce est dans l'Union, c'est eux dans eux. Il y a une obligation peut-être de solidarité à l'interne qui n'est pas automatique par rapport à d'autres pays concernés, comme les Africains, par exemple. Même si c'est ça, nous, quelle doit être notre attitude? Je dis, nous devons dire la vérité, nous devons dire ce qui est raisonnable. Ce qui est raisonnable aujourd'hui, c'est qu'il y a plus urgent que le paiement de la dette extérieure. Mais M. Ndiaye, il y a plus urgent que le paiement du service de la dette. Si on se situe sur les principes qui font simplement la solidarité, ou même simplement la coexistence des hommes dans le monde, de ce qui permet de préserver cela,
l'évidence, c'est que l'annulation de la dette extérieure est une nécessité impérieuse. Monsieur Ndiaye, annuler la dette, c'est une nécessité, comme vous dites. Mais annuler la dette, c'est une chose. Mais s'il n'y a pas des initiatives pour obliger nos gouvernants quand même à avoir une bonne gouvernance, est-ce que ça servirait à quelque chose aussi? Bon, je suis d'accord avec vous, mais je vais vous dire non. Pourquoi? Oui, mais. Oui, je vais vous dire non. Pourquoi? Je veux dire, même si on avait la preuve que les gouvernements africains feraient de la mauvaise gouvernance, même si on avait la preuve de ça, parce que c'est dans l'avenir, cela n'enlèverait à rien à la légitimité de l'exigence que nous portons de l'annulation de la dette africaine. Je vous ai donné tout à l'heure sur quoi nous le fondons. Mais évidemment, dans la déclaration, même dans l'appel de l'IADA que nous faisons signer, cette question est abordée. Et nous disons qu'il faut rompre avec les pratiques du passé et que l'argent à récupérer sur l'annulation de la dette doit aller vers la satisfaction des besoins des populations. Leur accès aux services sociaux de base, comme l'eau, l'électricité, l'Internet, la maîtrise de l'agriculture, la maîtrise de l'eau, l'autosuffisance alimentaire, la santé, l'éducation, tout ça, nous l'avons clairement énuméré. Et c'est un des axes de notre combat. Nous ne disons pas seulement annulation de la dette, nous disons annulation de la dette, investissement de l'argent dans tel et tel secteur, nous disons bonne gouvernance, nous disons transparence à tous les niveaux, nous demandons même la création de mécanismes transparents permettant de vérifier que l'argent va où il doit aller. Et vous avez agité la question de l'audit, la nécessité d'auditer justement ces dettes antérieures. Alors, c'est pour glisser un peu dans la gestion, la bonne gouvernance, vous l'avez également souligné, vous avez été député à l'Assemblée. Aujourd'hui, la question qui se pose à nous autres Sénégalais, c'est de revérifier ou revoir un peu comment les fonds ont été utilisés au niveau de l'Assemblée, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un besoin urgent ou est-ce que c'est de la supputation, c'est des commérages? Non, moi je pense que le rôle de l'Assemblée est de contrôler le gouvernement. Par conséquent, quand il y a une question controversée comme celle-ci, il revient à l'Assemblée nationale de s'en saisir pour établir simplement la bonne information que chacun puisse savoir, pour éviter qu'on soit dans des polémiques où tout un chacun donne des informations sans que ces informations-là soient fondées. Quand il y a eu, vers 2003-2004, il y avait une opération de distribution de vivres de soudure. Mais il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur ça qui a fait un rapport. Pourquoi? Même au-delà même des auditions qui ont été demandées par certains députés. Pourquoi il ne peut pas y avoir une enquête parlementaire sur la gestion des fonds du Covid? Moi, je crois que ce serait tout à fait naturel que ce genre d'enquête ait lieu. Et c'est même bien pour le pays. Pour revenir à votre initiative, est-ce que vous avez un plan d'action, une synergie d'ensemble au niveau africain pour pouvoir parler d'une même voix au niveau africain? Déjà, l'appel que nous avons lancé jeudi dernier est signé par des personnalités déjà de 14 pays africains. Bon, l'appel même sera rendu public sur notre site internet très bientôt, dans les prochains jours. Je signale que le site internet est déjà fonctionnel. Il s'appelle iadafrica.org. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Nous continuons déjà dans ce sens-là. Je vous signale que nous ne sommes pas isolés. Déjà, il y a 3 ou 4 semaines, 200 députés, dont aucun n'est africain, 200 députés du monde ont fait une déclaration allant dans le même sens que nous. Donc c'est des Américains, c'est des Français, il y a Bernie Sanders aux États-Unis, Jean-Luc Mélenchon et bien d'autres députés qui ont fait une déclaration allant dans le même sens. Nous allons essayer de faire converger toutes ces initiatives-là. Et je pense que nous y arriverons et que ce jour-là, nous serons entendus. Alors moi j'aimerais bien m'arrêter sur le cas de la Chine, oui. qui est enthousiaste à l'idée d'annuler la dette, mais qui constitue un chiffre relativement bas par rapport à l'étendue de la somme. C'est un tiers dû à la Chine. La Chine va consent à laisser passer. Comment est-ce que vous réagissez? Et on n'a pas vu trop de pub. C'est comme si on avait minimisé justement cet effort de la Chine en perspective.
Oui, parce que la Chine donne un peu un mauvais exemple. Quand les autres essaient de manœuvrer à travers les systèmes de moratoire et tout ça, la Chine a quand même dit qu'elle va procéder à des annulations. Et ils ne vont jamais faire la publicité de cela. Mais encore une fois, le débat, ce n'est pas la Chine. On voit des chiffres contradictoires. Quelquefois, on dit mais c'est un tiers du montant de la dette. Oui, mais c'est de ça que je parle. Quelquefois, on dit que c'est un tiers, quelquefois, on dit que c'est 40%, etc. C'est très difficile. Nous nous adressons... Mais pourquoi c'est difficile? On devrait savoir, doit combien à la Chine exactement? Parce que nous avons nous-mêmes contracté la dette. Oui, mais c'est-à-dire qu'il est évident que le Sénégal le sait. Le ministère des Finances peut vous dire de façon automatique, nous devons à la Chine. Mais pourquoi on agite cette affaire de la Chine? C'est de ça que je parle. J'ai dit, on veut simplement nous tromper. En nous disant qu'au fond, vous devez de l'argent, mais ce n'est plus à nous. Avant, c'était nous, mais maintenant, c'est les Chinois qui ont les 40%. Donc, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Quelquefois, on entend ce discours. D'autres fois, on nous dit, oui, les Chinois, ils font comme nous, ils ont juste fait un moratoire, etc. Quand il y a eu la réunion de Pékin avec les chefs d'État et que le président chinois a fait des annonces, vous avez vu la presse occidentale, personne n'a voulu en parler. Donc, nous ne nous focalisons pas sur la Chine. Nous nous adressons à tous les créanciers et à tous les peuples du monde. Alors, une autre préoccupation, on parle du G20, on parle de l'Union européenne, on parle d'une dette africaine aujourd'hui. Mais où est l'Union africaine dans tout ça? Il faudrait qu'elle s'implique beaucoup plus. À mon avis, même les parlements africains, il faudrait qu'ils s'impliquent. Parce que normalement, cette initiative devait être portée quand même par l'Union africaine. Je pense que l'Union africaine a pris en charge cela à la suite de l'appel du président de la République du Sénégal. Et je crois même que l'Union ne devait pas être derrière le président, c'est le président qui devait être derrière l'Union. Oui, je pense qu'ils ont pris l'initiative en main et qu'il y a un groupe de travail qui, si je ne me trompe, est même dirigé par le Sénégal. Par conséquent, attendez-vous à ce que, dans la période qui vient, que l'Union africaine puisse prendre en charge ce dossier, parce que nous, ce que nous voulons, nous voulons que l'Union africaine, la CEDEAO, toutes les institutions régionales prennent ce dossier en main, mais nous voulons aussi que dans les autres pays, dans les pays européens, aux États-Unis, en Chine, que tout le monde prenne comme nous ce dossier en main, parce que c'est un dossier qui ne nous concerne pas seulement nous, ça concerne toute l'humanité. Mais M. Ndiaye, y a-t-il un moyen pour que votre initiative puisse prendre en charge quand même la réduction de l'endettement après votre initiative là? Parce que quand même, il faut s'endetter, mais il faut s'endetter utile quoi. Voilà. Non, c'est-à-dire, le problème ce n'est pas de réduire l'endettement. Je crois que le problème... Non, après l'effacement de la dette... Non, je vois bien ce que vous dites. Oui. Mais encore une fois, je pense que c'est peut-être une fausse piste de dire, si on efface la dette, alors après il faudra éviter de s'endetter pour avoir encore à effacer la dette. Le problème c'est de s'endetter autrement. S'endetter autrement, c'est quoi? C'est d'avoir accès au marché financier. Mais les pays africains sont bloqués. Ça aussi, ça fait partie de notre combat. Les pays africains ne peuvent pas accéder au financement auquel les pays européens, comme la Grèce dont on parlait tout à l'heure, ont accès. Nous, si nous voulons emprunter, on dresse des obstacles devant nous. Le FMI, la Banque mondiale dresse des obstacles qu'ils ne dressent pas pour les pays européens. On nous dit non, vous avez déjà 60% de taux d'endettement, vous ne pouvez plus vous endetter. Mais ceux qui ont 200%, on leur permet de le faire. Voilà, ce sont ces mécanismes-là que nous voulons changer. Donc la question de la dette, c'est un peu la porte d'entrée. Mais le combat que nous menons, c'est pour la libération de l'Afrique, tout simplement. Alors, on ne peut pas parler de libération sans parler d'indépendance financière. Dans un contexte de discorde aujourd'hui sur le franc CFA, par exemple, il y a des chefs d'État qui déjà opposent des résistances sur la faisabilité de la chose. Dans un contexte de demande d'annulation de la dette, est-ce que ça ne fait pas trop pour les Africains qui sont déjà faibles et qui ne sont pas unis? Bon, je trouve ça déplorable. Et j'espère en tout cas qu'au bout du compte, la monnaie de la CEDEAO, parce que la décision est déjà prise par la CEDEAO,
d'avoir une monnaie commune et de l'appeler ECO. Assujetti à des conditionnalités par certains chefs d'État aujourd'hui. Bon, il y a toujours des conditionnalités, mais je dis que moi j'espère que cette décision prise par la CEDEAO va pouvoir s'appliquer et que nous aurons notre monnaie ouest-africaine. Maintenant, la France a poussé à prendre des décisions qui en réalité, en tout cas selon ma compréhension, signifie simplement que le CFA doit continuer avec un nouveau nom. C'est ça qui risque de créer des problèmes au sein de la CEDEAO. Mais j'espère que que la raison va prévaloir et que ce processus-là, initié au sein de la CEDEAO depuis des années et des années, mais qu'il sera poursuivi et mené à son terme. Alors, on va revenir sur le discours du chef de l'État avant de vous laisser partir. Comment est-ce que vous le commentez économiquement parlant, puisqu'on parle d'argent, pour être en adéquation avec pour être dans l'air du temps? Oui, absolument. Bon, je vais dire que moi, je comprends les mesures d'allègement qu'il a prises, sauf peut-être la levée de l'état d'urgence. Ce n'était pas, à mon avis, une nécessité. Pourquoi? Parce qu'il fallait garder la possibilité, en cas de besoin, de réagir immédiatement et d'imposer des restrictions. On peut lever le couvre-feu, mais l'état d'urgence peut rester là pour que, s'il faut... Mais l'état d'urgence est une mesure exceptionnelle. Non, l'état d'urgence est une mesure exceptionnelle, mais l'état d'urgence dit simplement, vous pouvez prendre des mesures, mais l'état d'urgence n'impose pas des mesures particulières. Non, l'état d'urgence est déjà une mesure exceptionnelle. Non. C'est exceptionnel. C'est une situation exceptionnelle. Ce que je veux vous dire, c'est que l'état d'urgence donne la capacité à l'autorité exécutive de prendre des décisions. Voilà, par exemple, de dire, on instaure un couvre-feu en vertu de l'état d'urgence. On peut lever le couvre-feu sans lever l'état d'urgence, parce que alors, si demain on a besoin d'instaurer un couvre-feu ici, par exemple aux Almadies, il peut y avoir le besoin en relation avec l'évolution de l'épidémie, mais on aura déjà la base légale. Donc, à mon avis, tant que la maladie est là, peut-être qu'il aurait été plus prudent de garder cette base légale. Mais encore une fois, le président a la possibilité, dès demain ou même dès ce soir, s'il le veut, de prendre un nouveau décret et de sortir et d'instaurer l'état d'urgence. Ma dernière question, si vous n'en avez pas, la toute dernière question, M. Bamba Ndiaye, est-ce que vous avez espoir que cette dette africaine sera annulée dans les meilleurs délais? Bon, je vais vous dire que je suis convaincu que c'est un combat qu'il faut mener. Il sera long. Sans se laisser divertir. Il sera long. En prenant le temps qu'il faut, en faisant les sacrifices qu'il faut, parce que c'est l'avenir même de nos enfants qui est en jeu. Parce que cette dette-là sont nos enfants qui vont la payer. Donc ça mérite l'engagement de tous. Peut-être un dernier mot, si vous voulez. Allez-y. Si vous me le permettez, pour allez-y. revenir sur le discours du président. Et sur sa réception par les gens, moi je suis désolé quand je vois que maintenant on dit, bon c'est fini quoi, c'est le retour au temps... La belle vie. Voilà. Non, c'est pas du tout ça. Et ce comportement-là, je vois que dès aujourd'hui, il y a des gens qui ont arrêté de mettre des masques. Des gens qui ont arrêté les gestes barrières. Qui essaient même de saluer et tout ça en disant maintenant c'est fini, le président a levé. Non, c'est pas du tout ça. Nous sommes libérés. Oui, le président a pris ces mesures-là, mais tous les citoyens responsables, je crois, connaissent les gestes barrières, mais ils n'ont pas besoin de la police ou de l'armée pour les respecter. Chacun doit être son propre policier, son propre soldat, pour s'imposer le respect de ces gestes barrières. Mais je crois que la quintessence communication du président, c'était justement que la responsabilité individuelle soit prise en compte. Mais c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est le contenu du message du président. En tout cas, sur cette question-là, je demande qu'on arrête les polémiques et qu'on respecte les gestes barrières. Et qu'on soit responsable. Surtout. Merci, M. Bamba Ndiaye, rapporteur de l'IADA, Initiative pour l'annulation de la dette africaine. Merci de m'avoir accompagné. J'étais ici pour remplacer Aram, à qui nous souhaitons un très bon retour dès demain. C'est moi qui vous remercie. Merci, tous les deux. Merci à la régie, à Pierre, à tout le monde, à l'ensemble des téléspectateurs de les futurs médias. Excellente suite des programmes.